Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Donner du sens aux difficultés qu'ils ont vécues, aider les autres, leur redonner de l'espoir, voici quelques-unes des motivations des pères aidants. Des personnes qui ont décidé de mettre leur expérience et leur vécu au service des autres. Certains ont connu la toxicomanie ou des troubles psychiatriques importants ou encore la vie en rue. Mais après avoir remonté la pente, ils ont donc décidé d'aider les autres et de mettre leur expérience à profit. De plus en plus d'institutions reconnaissent aujourd'hui la plus-value d'intégrer des pères aidants dans les équipes. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 invités. Alors déjà, bonjour à tous les 3 et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, donc France Dujardin, vous êtes coordinatrice de la formation à la père aidance qui a été mise en place au service des sciences de la famille à Lumont. Ça a été mis en place en 2016. Vous êtes coordinatrice aussi du Bobard, un bistrot thérapeutique où les gens réapprennent à tisser des liens sociaux. Alors à vos côtés, Alexandre Six, bonjour, donc vous êtes père aidant, vous avez travaillé pendant 3 ans au service, au projet Housing First à Namur et vous êtes présent à la recherche de nouveaux défis, on va le dire comme ça. Et alors Pierre Fénois, vous êtes donc père aidant, accompagnateur, formateur au SMES à Bruxelles, donc le SMES c'est la santé mentale et exclusion sociale et vous êtes également chargé de communication de la SBL En Route, une association qui vise à fédérer et à faire reconnaître les pères aidants. On peut dire ça au niveau de l'objectif général de l'association? Tout à fait, on s'occupe vraiment de promouvoir la pratique de la père aidance. Promouvoir la pratique, tout à fait. Alors, mais justement, France Dujardin, la père aidance finalement, qu'est-ce que c'est? Comment on peut définir ça? Alors la père aidance, c'est une fonction qui est basée sur la proximité des vécus et sur les liens sociaux. Les pères aidants ont un nombre de missions qui peut être importante, mais souvent quand même, ils s'occupent de recréer des liens sociaux et d'accompagner les gens dans leur précarisation, qu'elle soit sociale, médicale, économique. Et ils vont surtout s'intéresser à quelques dimensions plus importantes. Le rétablissement, ils vont être très sensibles au rétablissement, au fait que les personnes reprennent du pouvoir sur leur vie, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, mais également à la qualité de vie des personnes. Et la particularité des pères aidants, c'est qu'ils ont eux-mêmes vécu une grande souffrance psychique ou sociale, qu'ils ont à côté de ça fait l'expérience du rétablissement. Donc ils se sont sortis de là, ils ont développé des savoirs pour sortir de là, ils ont développé des expériences qui leur ont permis de reprendre pied et ils vont, à travers ces 2 types d'expériences, et l'expérience de la souffrance et l'expérience du rétablissement, ils ont envie de mettre cela au service des autres pour pouvoir les aider. Alors c'est une pratique qui est encore assez peu connue et assez nouvelle en Belgique, mais qui finalement s'est développée il y a déjà très longtemps aux États-Unis, au Canada notamment. Et est-ce qu'on peut dire aussi qu'elle se développe aujourd'hui dans cette mouvance, alors je ne sais pas si le terme mouvance est vraiment le bon terme, mais de cette mouvance en tout cas de donner plus de participation aux patients. On essaye que le patient ou le bénéficiaire de services sociaux vraiment deviennent actifs finalement dans son parcours. Oui, l'idée c'est de rendre les gens les plus acteurs possibles au niveau de leurs soins ou de leur parcours et que la manière dont ils avancent dans leurs soins, dans leur cheminement, ils en soient eux-mêmes acteurs et responsables. Et donc l'idée c'est de les impliquer et je pense que l'expérience des pères aidants elle est vraiment très précieuse dans ce type de parcours. Alors, Pierre Fénois, on l'a dit, les pères aidants, ce sont des personnes qui ont elles-mêmes vécu des difficultés importantes. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours et de ce cheminement que vous avez fait jusqu'à devenir père aidant? Oui, alors, donc moi j'ai un parcours de polytoxicomane, j'ai fait 14 ans de polytoxicomanie. J'ai décroché il y a un peu plus de 11 ans. Et pour moi, la père aidance, c'est venu un peu d'une manière assez bizarre, c'est que dans mon dernier jour, dans le centre de cure où j'étais, au moment réellement de fermer la porte de la cure pour rentrer chez moi, j'ai réellement eu une espèce d'illumination, en tout cas de signe. Et je me suis dit, un jour, je reviendrai aider les gens qui ont connu les mêmes difficultés que moi, parce que j'avais appris beaucoup, comme le disait France, au niveau du rétablissement, des choses à faire pour se développer, pour s'en sortir. J'avais appris beaucoup de choses et j'ai eu l'envie de partager ces outils que j'avais mis en place.
Avec oui, c'est ça, c'est ce qui vous a animé, c'est quoi? C'est vraiment aider les autres et vous dire que votre expérience à vous, elle pouvait être utile à d'autres? Simplement, j'ai découvert que j'avais des outils en moi et j'avais juste l'envie de les partager, de faire profiter d'autres gens de ces outils. Alors je dirais pas que je veux aider ou quoi, mais non, j'avais juste envie de partager ces outils aux autres, de leur, entre guillemets, leur offrir peut-être les choses que j'avais compris. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement, de faire ça? Ça m'apporte, c'est une satisfaction au quotidien. Avant d'être père aidant, j'étais commercial et merchandiser pour le secteur pharmaceutique. C'est très gai, mais c'est pas vraiment profond. Enfin, c'est pas un but en soi. Et ici, jour après jour, je fais des choses. Je sais qu'elles sont importantes pour d'autres, qu'elles vont servir entre guillemets une cause un peu plus large et c'est valorisant, quoi. Ouais. Puis c'est peut-être l'aboutissement d'un chemin aussi. Ouais. Alexandre Six, vous aussi, vous avez connu des difficultés, des problèmes psychiatriques. Vous êtes passé aussi par la case prison. Oui. Comment finalement vous êtes passé de patient à père aidant? Mais déjà à la base, j'ai une formation d'éducateur. Ensuite, je dirais que, un peu comme Pierre, il y avait vraiment cette volonté de vouloir partager, de pouvoir aussi bien avec les professionnels qu'avec les gens, enfin les bénéficiaires, de pouvoir partager avec eux finalement des pistes vers le rétablissement, quoi. Mais comme vous avez dit aussi, avec la personne vraiment au centre de son projet de soins. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter aux personnes que vous suivez? Donc vous avez par exemple travaillé pendant 3 ans dans des projets de Housing First. Alors peut-être qu'on peut définir en quelques mots ce que c'est le Housing First pour ceux qui ne connaîtraient pas. Quel est le principe finalement du Housing First? Le Housing First est un système qui fonctionne différemment. Donc c'est dans le secteur du sans-abrisme. Et plutôt que de procéder en escalier, donc les bénéficiaires bénéficient directement d'un logement. Et ensuite, on co-construit avec eux le fait de maintenir le logement. Et de travailler éventuellement sur d'autres problèmes, s'ils ont des addictions, d'autres problèmes, mais par après, quoi. C'est d'abord le logement et puis après. Mais ce n'est pas conditionné. Donc, c'est-à-dire que la seule condition, c'est d'accepter des visites hebdomadaires, mais il n'y a pas de condition quant à l'abstinence ou le fait de se faire prendre en charge psychiatriquement au cas où. Puisque les bénéficiaires dans le Housing First ont minimum 2 ans de rue et soit des problèmes de santé mentale et ou d'assuétude, quoi. D'accord. Alors, donc ma question effectivement de départ, c'était finalement qu'est-ce que vous pouvez leur apporter à eux qu'une autre personne ne peut pas leur apporter? Quelle est votre spécificité finalement? Mais je dirais que ce qui est intéressant dans la père aidant, c'est peut-être le fait de pouvoir construire un lien et de valider un petit peu D'abord une relation de confiance peut-être avec eux? Une relation de confiance qui s'installerait un petit peu plus vite et aussi une concrétisation finalement des parcours qui sont possibles et en les partageant aussi avec les professionnels. C'est vrai, Pierre Fénois, parfois on entend certains assistants sociaux, travailleurs sociaux qui vont dire voilà, quand je suis avec un bénéficiaire, il va me dire oui mais ça vous ne pouvez pas comprendre. Vous évidemment si on vous répond ça, vous avez des outils pour dire si, je peux comprendre. C'est pas un outil, c'est juste notre vécu qui justifie ça. Et donc pour rejoindre un peu ce qu'Alex disait, le fait qu'une personne en difficulté comprenne que la personne à qui elle s'adresse a vécu les mêmes problèmes, ça libère un peu la communication, ça la met beaucoup plus à l'aise. Et j'avais aussi envie de dire, parce que ça me tenait à cœur, que ce qu'est aussi un père aidant, c'est l'espoir. C'est vraiment une des toutes grosses valeurs. Des personnes qui sont dans des situations pas possibles, où elles se disent voilà, je ne vais pas m'en sortir, je vais crever. Et puis elles se rendent compte qu'elles se retrouvent face à des personnes qui y sont arrivées, qui ont eu le même parcours qu'elles. C'est vraiment après le rétablissement ou avant, c'est vraiment la plus grande notion, la plus importante, c'est l'espoir, de voir qu'on peut y arriver. Ouais. On ne veut pas être des exemples, mais en tout cas l'espoir, il est là, il existe.
Et en plus, l'espoir, il peut naître auprès des bénéficiaires, mais est-ce que France Dujardin, il peut naître aussi auprès des soignants? Est-ce que le fait de voir des personnes qui s'en sont sorties, qui sont dans cette phase de rétablissement, on pourra en parler un peu plus tard, mais est-ce que ça peut redonner aussi espoir aux soignants? Oui, évidemment, hein, c'est super important quand on est soignant ou intervenant. Parfois, on voit que des gens en crise. Et donc, on oublie que ce sont des gens qui ont eu une vie avant et qui auront une vie après. Et donc, on est parfois tellement dans ce quotidien du soin, de l'intervention, qu'on n'imagine plus qu'un après est possible. Et donc avoir auprès de soi des gens qui travaillent et qui rappellent, qui ont parfois encore des stigmates, parfois encore des symptômes, mais qui malgré tout sont de retour dans le circuit du travail, sont investis, croient en des choses, ont plein de projets de vie, sont vivants, vivent plein de choses extraordinaires. Ça peut changer vraiment le regard des intervenants. Et aussi, ça c'est aussi très important, on n'en a pas parlé, mais le regard des familles. Donc comme Pierre disait, cet espoir, il est essentiel pour chacun des acteurs, que ce soit le patient lui-même, l'équipe ou les proches. Alexandre, est-ce que ça peut aussi donner du sens au parcours que vous avez vécu? Donc le parcours, il est là, il y a eu les difficultés. Certaines peuvent d'ailleurs être toujours présentes en partie. Mais est-ce que être père aidant, ça donne du sens à tout ça? Mais ça donne tout à fait du sens à toute cette souffrance, quoi. Et donc, oui, c'est vrai que vous me disiez, par exemple, en préparant l'émission, voilà, finalement, ça donne un peu du sens à tout ce merdier. Je pense que c'est le terme que vous avez utilisé. Exactement, quoi. Et le fait justement de pouvoir partager ces pistes, pas forcément d'être un exemple, c'est pas vraiment ça. C'est, comme disait un peu Pierre, de cet espoir, de ce domaine du possible, quoi, de réouvrir un peu le champ des possibles. Et ce qui était ici spécifiquement, moi j'ai expérimenté que le Housing First pour l'instant, le fait que ce ne soit pas conditionné et que ce soit vraiment dans un principe d'échange et de partage et de projets communs développés avec la personne, ça prenait tout son sens, quoi, en fait, le système de père aidance. Est-ce que la personne aussi, le fait d'avoir vécu peut-être des choses similaires. Est-ce que ça fait qu'elles se sont mieux comprises aussi, cette personne, ce bénéficiaire, qu'on soit dans la santé mentale, dans la précarité? Parce que ce que j'ai pu observer dans mon expérience professionnelle, notamment dans mes stages à l'époque où j'étais à la formation à l'Université avec France, c'est que l'équipe des soignants, même s'ils sont des soignants très sympas, très ouverts, très cool, les bénéficiaires leur donnent, ou les patients leur donnent certaines informations, mais avec un père aidant, le débit d'information est beaucoup plus important. Parce que il se reconnaît quelque part dans le père aidant, il se reconnaît dans le parcours, dans l'expérience, et donc il donne un peu plus d'éléments, il a moins peur de communiquer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de manière générale, c'est ancré dans notre culture, les soignants, les assistants sociaux, les éducateurs, qu'on le veuille ou non, font partie dans l'image d'une certaine autorité, d'une certaine forme d'administration en tout cas, et le père aidant peut-être moins. Alors la communication est beaucoup plus facile avec les pères aidants qu'avec d'autres professionnels, ou en tout cas, dans la majeure partie des cas, elle est peut-être un peu plus facilitée. D'ailleurs, on peut, dans certaines, parfois on dit au lieu de dire père aidant, on utilise le mot facilitateur. Traducteur, j'ai vu aussi, voilà. Quelqu'un qui fait le lien. Et est-ce que donc directement, quand vous, en tant que père aidant et que vous rencontrez des bénéficiaires, vous parlez directement de votre parcours, vous dévoilez tout de suite tout votre parcours? Ou c'est des choses qui se font progressivement? Comment ça se passe en fait très concrètement? Je pense que c'est vraiment un choix personnel. Certains pères aidants arrivent et se présentent, voilà, je m'appelle Pierre, je suis un ex-toxicomane, machin. D'autres sont peut-être plus prudents. Voilà, ça c'est, je pense, des choix personnels. Je ne sais pas si Alex veut peut-être rebondir. Est-ce que vous, par exemple, vous commenciez directement à raconter toute votre vie et tout votre parcours ou pas nécessairement? Un petit peu, dans le sens où il fallait quand même définir la fonction. Je veux dire, quand on allait chez les bénéficiaires, il fallait quand même dire quel était mon rôle, puisqu'ils avaient eu l'habitude d'avoir affaire aux psychologues, assistants sociaux, éducateurs. Il a bien fallu leur expliquer ce qu'était que la père aidance. Et est-ce que le fait d'être confronté comme ça à des difficultés, et certaines difficultés que vous avez vous-même vécues, est-ce que ce n'est pas difficile parfois à surmonter? Est-ce que ça ne vous renvoie pas à votre propre vécu et donc avec le risque éventuellement de retomber dans certaines failles?
Personnellement, en ce qui me concerne, retomber dans les failles, peut-être pas. Maintenant, le côté un petit peu souffrant de cet effet miroir et d'avoir vraiment conscience de plus ou moins de ce que vit l'autre. Ça, c'est parfois difficile, effectivement, à vivre. Effectivement, Pierre Fénoy, peut-être effectivement ce risque de retomber dans ses propres failles parce qu'on est confronté aux autres. Moi, je répondrais un peu aussi comme Alex. Il y a plus de 11 ans que j'ai décroché, je suis vraiment très à l'aise avec ça. Mais par contre, ça fait partie du jeu. Accepter la paire aidance dans une structure, c'est aussi accepter ce risque. C'est possible. Alors j'ai envie de redire aussi un petit peu, parfois on peut engager une personne, je sais pas, un menuisier, un cuisinier, puis 2 ou 3 semaines après, il fait un burn-out et voilà, ça ne fonctionne pas. Donc je pense que le père aidant peut aussi avoir des rechutes, ça peut arriver, ça ferait vraiment partie du jeu. C'est pour ça que avec le SMES et l'ASBL en route, on fait ce travail d'intégration de père aidant dans les équipes pour essayer que tous les paramètres soient au mieux pour accueillir un père aidant et que pour tout ce que ce système se passe au mieux pour éviter la rechute. Mais encore une fois, quand on parle de père aidance avec des équipes, on leur explique que ça fait partie du jeu. Alors, France Dujardin, au niveau des... donc, je le disais, vous êtes coordinatrice de la formation à l'UMONS, en formation à la paire aidance, qui a été lancée en 2016. Donc, depuis 2016, vous avez chaque année plus ou moins 20 personnes qui suivent ce parcours de formation à la paire aidance. Et vous avez quand même établi certaines conditions, et notamment être en rétablissement depuis au moins 2 ans. Alors, on parle beaucoup de ce terme de rétablissement depuis le début de l'émission, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement être en rétablissement? Ça veut dire être guéri voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une notion effectivement qui n'est pas médicale comme la guérison, hein. C'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre du ressenti que la personne va définir elle-même. Elle est en rétablissement et donc on n'est jamais rétabli, on est toujours en rétablissement et on ne peut pas rétablir quelqu'un d'autre, on se rétablit soi-même. C'est un processus, c'est comme tous les processus, parfois on avance et parfois on recule. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, dans lequel... On peut évoluer, on peut reculer, dans lequel aussi il faut être un peu indulgent, où on ne va pas chasser le symptôme. Le symptôme, il a sa place et on lui laisse sa place et donc on peut être rétabli tout en ayant toujours des symptômes. Par exemple, quelqu'un qui a des hallucinations peut très bien se sentir rétabli, peut trouver une vie qui fait sens pour lui avec tout un équilibre, avoir retrouvé des valeurs et peut-être toujours entendre des voix. Mais cette personne va avoir des liens sociaux, va se sentir bien dans sa vie, va pouvoir espacer ses hospitalisations, va pouvoir se réinsérer socialement malgré la place que la maladie prend toujours et qu'elle prendra peut-être toute sa vie et malgré les stigmates que cette maladie ont pu laisser. Oui, donc c'est en fait trouver une espèce d'équilibre entre sa maladie, par exemple, et le reste. Pouvoir vivre avec tout en étant bienveillant avec elle. Cette maladie, elle est là, elle risque de ne pas disparaître. Et donc, comment avancer tout en tenant compte des contraintes qui sont liées à cette maladie. Comme dans d'autres maladies, on a des contraintes dont on doit tenir compte. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est diabétique, il ne peut pas manger de sucre. Peut-être que quelqu'un qui est bipolaire doit respecter des horaires plus importants parce que les variations d'horaire, ça peut être déstabilisant, des choses de cet ordre-là. Donc je parlais des conditions, donc il y a effectivement être en rétablissement depuis au moins 2 ans. Il y a aussi avoir des intervisions, des supervisions. Et donc pour éviter les risques qu'on a pointés déjà d'éventuellement retomber dans une certaine forme de souffrance, c'est important d'avoir cette supervision et d'avoir des discussions avec d'autres. Oui. Je voulais reprendre ce que Alexandre et Pierre ont dit parce que ça me semblait vraiment très très important. En fait, ils parlent d'une résonance émotionnelle. Je pense que le père aidant travaille énormément avec ça puisqu'il a lui-même vécu, que ce soit la rue, que ce soit la toxicomanie, que ce soit la souffrance psychique, ils ont eux-mêmes vécu des souffrances de cet ordre-là. Et donc cette résonance, elle est bien plus que chez les autres intervenants, elle est très très présente. Et le père aidant ne va pas chercher à l'éviter. Au contraire, il va l'utiliser et en plus l'institution reconnaît cela comme étant un outil pour le père aidant. Donc elle est légitimisée par l'institution et donc elle va permettre parfois l'expression encore plus importante d'une souffrance chez les personnes qui sont en accompagnement puisqu'ils reconnaissent quelque chose et effectivement autant on la recherche, autant il faut protéger, entourer, parce que ça peut être très violent quand on revit des choses qu'on a vécues. D'ailleurs, les autres soignants ou les autres intervenants
eux-mêmes ont aussi des intervisions et des supervisions. Et je pense que dans la père aidant, c'est évidemment indispensable, puisque quand on vit quelque chose qui va nous bousculer au fond de nous, on a besoin de pouvoir en reparler, de pouvoir reprendre de la distance, de pouvoir se rééquilibrer. Et donc je pense qu'être père aidant, c'est effectivement avoir des vulnérabilités, mais c'est surtout avoir des forces. Enfin, c'est cette combinaison des deux dimensions qui sont essentielles. Alexandre Six, vous, quand vous étiez confronté à certaines personnes que vous aviez remises en logement, avec évidemment, j'imagine aussi parfois des échecs, est-ce qu'il y a des moments où ça a été très compliqué pour vous Mais les échecs, pas tellement, parce que c'est peut-être ça qui est le plus difficile à faire comprendre parmi les autres intervenants, notamment pour les cures. Cette situation d'échec, c'est pas toujours pris en charge non plus, je dirais, une rechute. Oui, c'est pas parce qu'il y a eu un échec qu'on ne va pas s'en sortir et qu'on peut avoir plusieurs échecs et quand même y arriver à surmonter ça. Oui, tout à fait, oui. Mais du coup, il y a des choses qui étaient difficiles pour vous à affronter. Il y a des choses particulières que vous aviez du mal à affronter. Mais personnellement, mes gros soucis psy sont surtout arrivés suite à un deuil assez compliqué. Et je dirais qu'en étant... J'ai été régulièrement, quelquefois, confronté au décès de bénéficiaires ou des situations un peu extrêmes de non-vie. Et là, effectivement, émotionnellement, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais je dirais qu'aussi, finalement, cette fragilité du père aidant réhumanise le reste de l'équipe. Je veux dire, finalement, si le père aidant souffre, mais il est plus que probable dans l'intervision, on s'en rendra compte à ce moment-là, que les autres intervenants aussi, ils ont aussi peut-être leur propre histoire et qui n'est pas forcément partagée dans le monde thérapeutique. Les thérapeutes n'ont pas tendance à dire bah oui, je comprends ce que vous pouvez ressentir, c'est moi-même. Et donc c'est à ce moment-là que le père aidant fait lien. Et apporte du coup un intérêt à l'équipe. Et d'ailleurs, c'est tout un travail que vous faites, vous, au SMES. Donc au SMES à Bruxelles, mais en fait, vous allez aussi au niveau de la SBL en route développer tout ce travail en Wallonie. C'est préparer les équipes à l'arrivée des pères aidants. Parce qu'on parlait des conditions sine qua non, mais préparer l'équipe à l'arrivée d'un père aidant, c'est essentiel pour que tout se passe bien. C'est essentiel. Donc, je voudrais quand même revenir sur le fait qu'en fait, ce projet est un projet commun à la SBL en route et au SMES. D'accord. Et effectivement, on va le mener dans les mois suivants en Wallonie. On s'est aperçu avec nos échanges avec d'autres pères aidants, avec des pères aidants aussi d'autres pays comme la France, que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait partie d'une certaine mouvance, d'une certaine mode. Donc, des gens se sont dit, on va se lancer dans la père aidance. Ils ont pris un père aidant et ils le larguent dans une équipe. Et voilà, les résultats n'ont pas toujours été positifs. Avec toutes les problématiques qu'on vient de soulever, on peut le comprendre. Et donc, le travail du SMES est en route dans ce qui s'appelle le projet PAT. C'est réellement de faciliter l'arrivée du père aidant dans cette équipe. Donc, on fait une espèce d'audit de la structure qui accueille. On essaie de voir ses besoins, savoir où pourrait être positionné un père aidant, qu'est-ce qu'il pourrait apporter. On forme aussi ces équipes aux plus-values de la père aidant. On explique aux équipes que ce qui fait le point fort d'un père aidant, c'est la notion de rétablissement. Le rétablissement, c'est un mot qui est souvent utilisé, mais peut-être peu connu dans son sens, dans le fond. Les pères aidants, eux, connaissent très bien cette notion de rétablissement. Donc, on forme un peu les équipes à ces notions de rétablissement, ce qui permet aux équipes de se rendre compte qu'effectivement, il y a du sens à tout ça. Et puis, ce travail d'accompagnement se continue avec une description de fonction. On établit réellement le poste que le père aidant va occuper. On conscientise aussi sur le fait que chaque père aidant est unique et pratique d'une manière unique aussi, et donc que la structure doit s'adapter aussi au père aidant. Donc c'est un échange qui va dans les deux sens, et on fait vraiment le travail jusqu'au bout, jusqu'au recrutement du père aidant. Est-ce que vous ressentez des réticences? Parce qu'on sait quand même qu'il y a une frontière, entre, par exemple, le monde des soignants et les patients. Il y a une frontière aussi entre les travailleurs sociaux et leurs bénéficiaires, les bénéficiaires. Est-ce que cette frontière, vous la traversez un peu, évidemment, les pères aidants. Est-ce que, du coup, c'est bien vécu? Alors, ce que j'ai envie de répondre, c'est que les structures qui accueillent le mieux les pères aidants sont celles qui sont en pointe de la réflexion, je pense. Mais oui, évidemment, il y a des freins, il y a des oppositions, parce que on peut dire les choses un peu crûment. Ouais,
un toxicomane, un ex-toxicomane qui va se pointer ici en nous aidant, alors que nous, on a fait des années d'études, on a des gens qui nous parlent comme ça. Mais je pense que ce qui fait beaucoup de ces freins, c'est la méconnaissance. On échange parfois avec des équipes ou des gens qui sont peut-être opposés, et puis on parle, on leur explique, on leur dit pourquoi on a une valeur ajoutée, pourquoi on est légitime. Et réellement, les gens nous entendent. Je pense qu'ils comprennent vraiment ça. Et comme je disais tout à l'heure, en 3 ou 4 ans, l'évolution des mentalités, des structures a vraiment évolué. La pandémie aide aussi parce qu'on se rend compte qu'on doit un peu plus intéresser ou faire participer les usagers aux soins collectifs. Et donc oui, la situation, il y a des freins, oui, mais la situation évolue et les gens nous entendent avec un travail qu'on fait au quotidien pour essayer de promouvoir. Ouais. Oui, tout à fait. Et France Dujardin, donc vous êtes en contact avec toute une série de structures, d'institutions. Est-ce que là aussi, vous avez remarqué quand même une évolution ces dernières années et une acceptation plus forte des pères aidants? Oui, enfin, quand on a commencé la formation, on avait prévu des stages et on ne les rendait pas obligatoires puisqu'en fait, on ne pouvait pas, on n'avait pas assez d'institutions qui étaient prêtes à accepter des stagiaires. Maintenant, évidemment, les stages sont obligatoires et puis à travers tout le travail que chacun des pères aidants qui a terminé la formation, et enfin, ils ont eux-mêmes beaucoup bougé les structures, que ce soit avec En Route ou de manière plus individuelle comme Alexandre, ça fait bouger les lignes et donc dans les représentations il y a des choses qui bougent, même si, comme vous dites, il y a une frontière symbolique, invisible, mais qui est là avec d'un côté du monde les soignants, les intervenants et de l'autre côté les usagers, les patients, enfin peu importe, les bénéficiaires, peu importe comment on appelle chacun. Et le père aidant, il a un pied de chaque côté et donc ça vient perturber les représentations, les identités qui sont habituellement bien définies. Ça vient perturber les choses et en fait, c'est une des choses qu'on recherche, c'est à venir déstabiliser un peu cet équilibre et pouvoir recréer d'autres façons d'aborder le soin, d'aborder l'accompagnement. Je pense que c'est très très important, mais c'est effectivement déstabilisant. Oui, et peut-être pour terminer là-dessus, c'est vrai qu'il y a des signaux encourageants et donc vous me disiez en préparant l'émission qu'il y avait des annonces d'emploi qui sortaient, mais c'est vrai que par exemple, vous, Alexandre Six, une des choses qui vous a fait arrêter en tout cas le projet sur lequel vous travaillez, c'est parce que vous étiez bénévole depuis 3 ans et que on ne trouvait pas encore un moyen de vous payer pour ça. Mais c'est clair, je veux dire, en termes de reconnaissance, et puis, je veux dire, même au niveau des bénéficiaires, je veux dire, voilà, un statut de bénévole aussi, je veux dire, quand il faut être plus confrontant, ça peut poser problème parfois, je veux dire... Oui, donc travailler effectivement sur la reconnaissance et le fait de salarier les pères aidants, c'est quelque chose, enfin, je pense, sur lequel vous allez tous travailler et notamment En Route, effectivement, on fait beaucoup à ce niveau-là. On arrive déjà à la fin de l'émission, mais donc, je voudrais juste donner peut-être les sites internet des associations et des institutions pour lesquelles vous travaillez. Donc, Pierre Fénois, vous êtes chargé de communication donc, pour la SBL En Route. L'adresse va apparaître en bas de l'écran. Donc, vraiment une institution qui encourage la pratique et qui essaye de fédérer les pères aidants pour les faire reconnaître et voilà, axer sur cette professionnalisation aussi de la père aidant. Tout à fait. Je peux conseiller aussi aux gens de nous suivre sur les réseaux sociaux avec En Route Wallonie-Bruxelles. D'accord. Et alors le SMES, donc institution pour laquelle vous travaillez et qui travaille beaucoup, qui a donné aussi sa chance finalement à toute une série de pères aidants. Et alors au niveau de l'UMONS, votre formation donc à la père aidance, la nouvelle va démarrer très vite, mais voilà, des personnes intéressées pourront s'inscrire pour l'année prochaine. Et on peut trouver toutes les informations sur sciencesdelafamille.be. Merci vraiment à tous les 3. Merci pour vos témoignages. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.